Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes sur Radio Fréquence Atlantique. Donc, sur les ondes, c'est 88.3, 93.6, 105.9. Nous sommes en direct sur Facebook pour les premières parties de notre émission, à savoir commentaires sur l'actualité nationale, internationale et construction, informations concernant notre pays, et puis une deuxième partie qui est uniquement sur les ondes de radio. C'est donc la partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que vous pouvez avoir une application sur le portable, vous appuyez sur une petite icône là et puis vous écoutez la radio en direct. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les informations, pour ce qui est le national, je vais parler de la mobilisation de la SOPAMAR au Vauclin. Ensuite, pour la partie internationale, de la suspension du plafond de la dette aux États-Unis. Et en partie des constructions, nous allons revenir sur les faux critères de développement. Donc, voilà pour le programme. Et je commence tout de suite avec la question de la mobilisation de la SOPAMAR. Un centre commercial de plus est en train d'être construit au Vauclin. Et la SOPAMAR, qui en a été informée, et notamment des irrégularités dans la procédure qui a mené à la construction de ce centre, a appelé à une mobilisation sur les lieux pour demander l'arrêt des travaux. L'organisation écologique a également entamé une procédure sur le plan juridique pour empêcher cette nouvelle construction. Alors, de cette mobilisation, on peut tirer plusieurs commentaires. D'abord, la réaction de certaines personnes, de certains Vauclinois, qui s'opposent à la manifestation en disant ça va créer des emplois, ou bien ça va me faciliter la vie, puisque au lieu d'aller jusqu'à Colamentin ou jusqu'au François, je pourrais me déplacer plus facilement pour aller au centre commercial. Et il y a encore pire, cette réflexion faite par une minorité pour dire toutes les communes ont leur centre commercial, alors c'est à rien de parler nous niveau clé, nous pas ni droit à être à ni un centre commercial. Ces réactions d'opposition-là doivent nous faire réfléchir. Pour commencer par la dernière réaction, l'idée du développement de la qualité de la vie dans une commune, pour ces gens-là, est liée au fait qu'il y a des centres commerciaux, des néons, des grandes publicités qui se font. Donc là, on est développé parce qu'on a ça. On comprendra que cette personne-là réagit sous influence de la propagande qui est faite. Tout à l'heure, nous allons parler des faux critères de développement. Mais il y a également des réactions qui partent d'un bon sentiment. Je veux créer des emplois et je veux être plus à l'aise quand je fais mes démarches et qui appellent à des réponses qui sont liées à la propagande, à la désinformation, à la manipulation. Parce que ces gens-là de bonne foi croient aller vers un mieux vivre. En fait, ils s'enferment dans des difficultés puisque l'installation de centres commerciaux n'améliore absolument pas la qualité de la vie, n'améliore pas les conditions de développement économique d'une ville. Par exemple, on parle de l'emploi.
il est établi que les emplois dans les centres commerciaux ne sont pas des emplois haut qualifiés. Souvent, ce sont des emplois précaires, peu rémunérés, et qu'au fur et à mesure, les centres commerciaux se robotisent, s'informatisent pour se débarrasser des emplois. Ça veut dire que c'est vous qui pesez vos légumes, mettez en sachet et vous portez à la caisse. Mais maintenant, il y a des caisses où vous allez vous-même faire vos tickets et pour pouvoir partir. Il y a une réduction tendancielle du nombre d'emplois dans les centres commerciaux. Mais ces emplois précaires qui sont créés, il faut les mettre en balance avec le fait qu'il y a des dizaines d'emplois supprimés dans les bouts, en ce qui concerne les supérettes, les petites boutiques, les petits commerçants qui vendent des vêtements, etc. C'est prouvé, c'est une réalité que les centres-villes meurent quand il y a des centres commerciaux qui sont ouverts à quelques kilomètres de cela. Et c'est des activités économiques qui se ferment, mais c'est également du chômage et c'est également des difficultés économiques pour des familles entières qui vivent de ces commerces-là. Donc, de grâce, chaque personne qui dit le centre commercial crée des emplois doit réfléchir à ces données-là pour dire non, le centre commercial ne crée pas des emplois, sinon des emplois précaires, et il détruit non seulement des emplois, mais des activités économiques. Si après avoir entendu cette argumentation, on continue à dire le centre commercial crée des emplois, ça veut dire qu'on supprime, on surmonte l'intérêt collectif, l'intérêt de sa commune, l'intérêt des familles, l'intérêt de son peuple, pour pouvoir sombrer au mirage du développement de ces néons, comme la première remarque que j'avais faite de cette personne qui dit nous l'aimons ça. Tout le monde dit nous l'aimons. Je ne vais pas vous faire le coup de la campagne électorale où un candidat propose de faire un pont et puis quand il fait remarquer qu'il n'y a pas de rivière dans la commune, il dit bon, le pont d'abord, la rivière viendra après. Ça, c'était pour la musique. Mais, pour revenir aux choses sérieuses, c'est vraiment ce qu'on appelle l'aliénation. Ça veut dire, on n'est pas forcément méchant de mauvaise foi contre sa commune, mais on fonctionne avec des grilles qui sont implantées dans nos esprits par la propagande de gens qui n'ont absolument pas les mêmes intérêts que nous. Donc, pas d'emploi, destruction d'économie et oubli des conséquences de la multiplication des centres commerciaux. Les centres commerciaux sont là pour booster la consommation débridée de tout et de n'importe quoi, massivement. Il y a des psychologues, des communicants, des publicistes qui sont mobilisés jour après jour pour pousser les gens à consommer ce qui est superficiel, ce dont ils n'ont pas besoin, et surtout ce qui est nuisible à l'environnement et à leur santé. Donc, vouloir continuer dans l'implantation de cette conversion, c'est aller dans le sens du consumérisme avec conséquence de la dépendance économique de notre pays, puisque ça détruit tout ce qu'on fait et on achète de l'importer. C'est l'accumulation de déchets ménagers, c'est un problème absolument important dans toutes les sociétés et qui a des conséquences sur l'environnement. C'est l'augmentation de ce qu'on appelle le bilan carbone, des conséquences de la pollution de l'atmosphère et donc du dérèglement climatique. Donc, je veux un centre commercial tout en sachant que je vais produire des déchets, je vais dérégler le climat en
en plus que tout à l'heure on a dit je vais détruire l'économie, je vais détruire ma santé, puisque les produits importés sont vecteurs de maladies. Tiens, ces jours-ci, on parle des déchets plastiques qui reviennent dans notre alimentation, qui polluent les mers, etc. Donc, si je veux un centre commercial alors que je n'en ai pas besoin, ça veut dire que je choisis le suicide de mon peuple, de ma planète. Et heureusement qu'il y a des militants qui viennent dire non, arrêtez ce scandale. Mais j'ai parlé de dérèglement climatique. Dans le cas du Vauclin, il y a une donnée encore plus grave à signaler. Les militants écologistes nous révèlent que cette zone-là est inondable, que des Martiniquais ont été déplacés, on les a logés ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans cette zone inondable. Et aujourd'hui, on vend pour le des plus grands maîtres de la Casse-Péqué des hectares dans lesquels il va faire un centre commercial. L'ancienne municipalité avait prévu de faire une zone industrielle là, une zone artisanale, et avait laissé dormir le projet parce que justement la zone était inondable. Aujourd'hui, on vend en disant qu'il y aura un centre commercial. Alors oui, comme le milliardaire a les moyens, il remblait la zone à une certaine hauteur où ces installations seront protégées de l'eau. Mais le faisant, il aggrave les risques d'inondation et de catastrophe pour toutes les zones environnantes. Comment expliquer que ce milliardaire puisse avoir les moyens de construire un centre commercial en zone inondable en se protégeant et en noyant les autres? Comment un Vauclinois peut-il dire j'accepte que ma ville soit inondée, que les pauvres perdent leur bien, pour que monsieur Bernard, pour ne pas le nommer, ait un centre commercial de plus. Encore une fois, les gens qui réagissent comme ça ne sont pas nécessairement méchants, inconscients, mais ils sont conditionnés par une propagande. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Et le devoir n'est pas de les vilipender, de dire que c'est des imbéciles, c'est de dire réveillez-vous, prenez conscience de ce drame-là pour rectifier votre position et défendre les intérêts de votre commune et de votre peuple. Donc, ça, et puis on parle de qualité de vie, parce que parmi les réponses des pro-projets, ah oui, je pourrais aller, au lieu d'aller jusque là-bas, je pourrais aller dans le centre commercial plus proche. Mais on sait que le centre commercial entraîne les embouteillages, entraîne les difficultés de circulation. Et le fait qu'il y ait possibilité d'aller dans ces embouteillages-là, dans ce centre commercial-là, ne garantit absolument pas le fait que la majorité des gens du Vauclin iront principalement là. Parce que la publicité qui est faite, les catalogues qui sont envoyés en masse pour polluer nos boîtes à lettres, les promotions démagogiques qui sont proposées, eh bien, permettront qu'une bonne partie des gens continueront à aller dans d'autres embouteillages et dans d'autres centres commerciaux. C'est une pagaille économique qui fait le pays dépenser de l'argent, qui augmente sa dépendance alimentaire, qui tue les petits commerces. Mais enfin, il faudrait que nous, Martiniquais, nous comprenions que si nous aimons notre pays, si nous pensons à l'intérêt de nos forces économiques réelles, locales, pas celles de la caste, si nous pensons à l'emploi valable de nos jeunes, il nous faut combattre
Alors, si nous battons ça, nous battons ça. Mais actuellement, nous savons, il nous faut aller dans les réunions de formation de la Soupama. Il nous faut nous informer sur les démarches qui sont faites de façon à participer à ce combat contre l'écrasement de notre pays. Donc, ça, c'était pour la mobilisation de la Soupama au Beauclerc. Je vais donc passer à la suspension du plafond de la dette aux États-Unis. Alors, qu'on comprenne bien, la dette d'un pays, c'est quoi? La dette d'un pays, c'est l'argent que le gouvernement est obligé d'emprunter pour pouvoir faire fonctionner son pays. Il y a des richesses qui sont produites dans le pays, qui donnent un certain pouvoir par le produit intérieur brut, produit national brut, etc. Ces richesses-là permettent au pays de faire des programmes d'urbanisation, de la santé, etc. Mais comme ces richesses-là ne sont jamais suffisantes pour que l'État remplisse ses responsabilités, et pourquoi? Parce qu'on parle de richesses produites, de produits intérieurs bruts, mais on ne parle pas de où va l'argent produit, où vont les richesses produites. Comme ce sont des pays capitalistes, les multinationales défiscalisées, les gros capitalistes, en gros, cet argent-là pour leurs intérêts personnels, pour leurs besoins privés. Donc, il ne reste pas beaucoup de richesses produites pour permettre à l'État de s'occuper des hôpitaux, des écoles, de la construction des infrastructures, etc. Donc, l'État va emprunter sur le marché financier international. Donc, il va faire une dette pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on appelle la dette de l'État. Maintenant, il y a très peu d'États qui vont faire des emprunts, qui vont prendre de l'argent, demander de l'argent, en sachant que j'aurai assez pour rembourser, je ne vais pas mettre le pays en faillite, ou je ne demande pas trop pour ne pas être endetté. Il y a très peu d'États. La majeure partie des États capitalistes, les pays occidentaux, vont emprunter plus que ce qu'ils ne pourront pas rembourser ou plus que ce qui est nécessaire pour les opérations valables dans le pays. Ils vont faire beaucoup d'emprunts, tout en sachant qu'ils ne pourront pas rembourser. Alors, pour la plupart des pays qui font ça, qui se retrouvent endettés, qui ne peuvent pas rembourser, ils sabotent les services publics, ils aggravent la pauvreté des populations. Et puis, comme ils ne peuvent pas rembourser, les institutions financières internationales, le Fonds monétaire international ou les grandes banques, saisissent les biens de l'État pour pouvoir se faire rembourser. Ou obligent l'État à faire ce qu'ils veulent dans le pays pour pouvoir être remboursé. Par exemple, on va dire au pays, la Grèce, pas question que vous dépensiez de l'argent pour les autres. Vous devez baisser, supprimer les opérations publiques, hein, laisser les gens mourir de faim, etc. Et puis donnez-moi mon argent. C'est ce qui se fait dans les pays du tiers-monde, c'est ce qui se fait partout. Dans les pays européens les plus pauvres aussi. Mais les États-Unis, ce n'est pas pareil. Les États-Unis, sont un pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, a imposé au monde entier des lois qui garantissent ses intérêts et qui soumettent l'économie mondiale à ses intérêts. Par exemple, la monnaie autorisée jusqu'alors pour les échanges internationaux,
c'est le dollar. Il faut payer en dollars. Quel que soit le droit que vous achetez, vous devez utiliser le dollar. Donc, le dollar est indispensable à l'économie mondiale. S'il n'y a pas de dollar, si le dollar est en crise, c'est toute l'économie mondiale qui saute. C'est ce qui a été décidé dans ce qu'on a appelé les accords de Bretton Woods. Partant de cela, le gouvernement fédéral des États-Unis, il publie du papier dollar, il fait fonctionner la planche à billets, il fabrique des billets dollars, tout en sachant que ces dollars-là ne valent rien et ne reposent pas sur les richesses du pays, des États-Unis. Mais comme les gens sont obligés d'utiliser le dollar, et ça commence à changer, ben, il peut faire fonctionner la planche à billets. C'est déjà une anomalie économique. Cela est en train de changer parce que des monnaies rivales s'imposent dans le commerce international. Pour toute l'Asie, c'est le yuan de la Chine. Même l'euro prend une certaine puissance dans les relations entre les pays européens et avec des néocolonies. Et des institutions alternatives comme la Banque des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, avec beaucoup de pays qui veulent entrer dedans, qui prennent de l'âge par rapport au dollar. Donc, il y a cette difficulté aujourd'hui pour que les États-Unis puissent utiliser le dollar comme moyen de domination. Mais la plus grave, et c'est là qu'on vient à la question de la dette, les États-Unis, même en tant que pays, pour faire fonctionner leur économie, pour payer les fonctionnaires, pour les hôpitaux, etc., j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas assez d'argent par leur propre richesse qui vont dans des mains privées, ils vont emprunter. Alors, comme c'est les États-Unis, ils peuvent imposer à toutes les banques de leur donner de l'argent. Mais, évidemment, ça ne peut déboucher que sur un crack mondial définitif. Alors, les gouvernements états-uniens avaient décidé de faire, de voter une loi qui puisse contrôler les possibilités de prêt vis-à-vis de l'extérieur. Donc, au départ, on pouvait, jusqu'à 1917, hein, on pouvait la prêter à telle banque sans contrôle. Et en 1917, le Trésor public américain met une loi pour dire, bon, il faut nous demander l'autorisation de faire des prêts à l'étranger et on fixe un plafond que vous ne devez pas dépasser pour ne pas faire exploser le système. Parce qu'on risque beaucoup. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on fixe un plafond de la dette. Alors, évidemment, comme les besoins sont immenses, on fait la guerre, bon, le plafond, souvent, il devient contraignant, le plafond de la dette. Et c'est là que le Congrès des États-Unis intervient. Parce qu'il peut donner au gouvernement fédéral la possibilité de dépasser le plafond de la dette. Et puis on va fixer, bon, on vous autorise à aller jusque-là. Et ils ne se sont pas privés parce que depuis 1945, le gouvernement a été autorisé 4 fois à dépasser le plafond de la dette. Et ce qui fait que je vous donne le chiffre exact, la dette des États-Unis aujourd'hui atteint 31 400 milliards de dollars. Les États-Unis ont emprunté pour 31 400 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est plus que tous les autres pays.
Mais comme on dit, ils étaient en position hégémonique, on ne pouvait pas s'y opposer. Et cela représente 165 que je vérifie, un pourcentage supérieur au produit intérieur brut américain. Je vous ai expliqué les richesses produites par le pays, qui ne vont pas toutes dans les mains du gouvernement public, la plupart allant vers le privé. C'est précisément 123% du PIB. Ça veut dire que les richesses produites, c'est 100. La dette, c'est 123% du pays. Donc, voilà ce qui explique que les partis politiques sont dans des oppositions très fortes pour pouvoir demander de dépasser le plafond de la dette. Alors, républicains et démocrates sont en compétition pour le pouvoir. Les démocrates disent oui, il nous faut absolument dépasser le plafond parce que nous ne pourrons pas payer les fonctionnaires, nous ne pourrons pas continuer à aider les services sociaux. Et les républicains disent, nous sommes d'accord pour dépasser le plafond de la dette pour que l'Amérique continue à dominer, mais nous allons profiter pour faire notre politique plus réactionnaire encore que celle des démocrates. Pensez. Et ils vont dire à Biden, non, 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 non. Si tu veux qu'on vote le dépassement, et aujourd'hui c'est la suspension du plafond de la dette, il faut appliquer notre politique. Et il y a des tractations. Biden, qui a besoin de dépasser le plafond, se met d'accord avec eux pour dire, OK, eh bien, j'obéis à votre volonté de baisser les aides sociales, rendre plus difficile la possibilité que des malheureux puissent obtenir une aide, se faire soigner, etc. Et puis, vous votez la suspension du plafond d'aide. C'est ce qui donc s'est passé et concernant le vote aux États-Unis et qui mérite d'être compris pour savoir qu'on est dans une dynamique folle qui, de toute façon, va arriver à terme, que le système financier, ou plutôt la politique financière menée par le gouvernement américain, est vouée à l'explosion ou à l'implosion, comme vous voulez. Et que ça va se faire, c'est l'économie mondiale, c'est toutes les institutions financières qui seront jetées dans une crise totale, majeure et définitive. Ce qui nous le rappelons confirme la thèse que le système capitaliste est arrivé à terme, qui ne peut pas continuer et que l'humanité a besoin de d'autres systèmes. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, l'autre dimension à tirer comme conclusion, c'est qu'il faut absolument que dans la lutte pour la souveraineté des pays et dans le combat anti-impérialiste, la dimension du décrochage du système financier international, c'est une exigence. Ça veut dire qu'il faut absolument que l'économie change de paradigme, pour dire le mot là. Donc voilà ce que je voulais dire concernant l'information internationale. Alors, respiration musicale avant de passer à la partie déconstruction. Okay. Alors, on n'est pas encore prêt?